que 5 minutes avant la fin, je vous fasse signe. Je vous fasse... D'accord. Comme ça, c'est surtout à vous. Donc, voilà, est-ce que vous voulez 10 minutes pour laisser quelques minutes aux questions? Je fais ça 10 minutes. Je vais 10 minutes puis 5. Voilà. Du coup, je récupère aussi un micro, comme ça je peux pour les questions. Je vous laisse. Donc à partir de 10, dès qu'il me faut signe à l'équipe technique, je vous dis. Bonjour et bienvenue dans cette présentation autour de l'offre de Locarchive. Vous serez peut-être plus surpris que M. Frossard, ce n'est pas un déménageur, mais plutôt un homme de l'informatique. Donc, tout le monde sait que les métiers ont changé. Vous allez peut-être apprendre à quel degré les métiers ont changé. Et moi, je vais peut-être vous faire juste un tout petit tour d'horizon sur ce métier et d'autres pour vous évoquer les changements plus généraux dans tout le domaine du search. Donc, moi, je vais me contenter de la première partie de ce thème. Donc, l'explosion des données numériques et le business search. Je ne sais pas si vous avez plus l'habitude de parler de Enterprise Search. C'est très bien, c'est à peu près la même chose, sauf que certains des analystes de notre marché se sont entêtés à définir Enterprise Search comme à peu près le contraire de ce que tout le monde comprend. Nous, quand on utilise le mot, on comprend qu'on cherche dans toutes les données de l'entreprise, pas des silos, tous. Et c'est là où on sait apporter le plus de valeur. Par contre, Enterprise Search, pour certaines analystes, ça veut dire le search banalisé sur du SharePoint ou sur d'autres silos, mais pas toute la largeur. C'est pour ça qu'on a créé ce nouveau terme, Business Search, parce que c'est là où ça donne le plus de sens et le plus de valeur dans les entreprises. Vous voyez à peu près cette petite évolution-là. On a tous commencé à motoriser des intranets, la gestion de jets, etc. À un moment, il y a le knowledge management qui a découvert le search parce que avec tous les essais qu'on avait faits, des logiciels spécialisés, des réseaux sociaux d'entreprise, on restait toujours tributaire de la déclaration, donc la bonne volonté des personnes, de dire « j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci à telle date, j'ai fait ça à telle autre date ». Donc vous trouvez des CV qui sont gonflés d'un côté et qui sont atrophiés de l'autre. Et pour trouver vraiment la bonne personne avec la bonne connaissance à l'intérieur de l'entreprise, c'était la galère. Et le search qui va plus loin et qui ne prend pas seulement en compte de ce que les gens disent sur leur profil du réseau social de l'entreprise, mais les documents qu'ils ont écrits, les emails par lesquels ils étaient sollicités sur un certain thème, sont beaucoup plus fiables pour dire telle personne est un expert à ce moment dans tel et tel domaine. Donc voilà, on a passé ça, on est arrivé à l'Enterprise Search dans le sens large que je vous avais décrit au début. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'accès unifié à l'information.
Et je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est un changement, parce que tout d'un coup, vous mettez le search et l'index qu'il a créé au centre de l'accès de chaque personne de votre entreprise. Et pour lui, peu importe où sont ces données, s'il devait normalement les trouver via un CRM, un ERP, un Master Data Management, un BI, dans des fichiers, dans des documents archivés, etc., peu importe pour lui. Et au lieu de se loguer sur une douzaine d'applications et de chercher partout, il a une seule interface qui lui permet d'accéder à toutes les données qui sont pertinentes pour son travail. Et j'insiste sur le mot pertinent. On n'est pas dans le modèle Google et Web, où Google doit faire un effort énorme pour vous fournir des millions de pages dans une demi-seconde. Dans l'entreprise, on veut avoir les 5, les 10 plus importants documents ou informations qui vous concernent au lieu de chercher ad vitam aeternam. Et aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas se passer du gros mot, du bon mot, big data. C'est juste pour vous dire que, évidemment, un moteur de recherche est d'un côté informatiquement capable de traiter des très grands volumes et en même temps capable d'analyser des choses qui n'ont pas été créées pour être analysées selon l'axe qui peut aujourd'hui intéresser un de vos utilisateurs. Donc voilà un grand changement qui s'opère. Juste pour vous illustrer toute l'étendue des différentes sources de données, voilà quelques pastilles qui ont différentes couleurs pour vous parler de structuré, de non structuré, de données qui concernent des personnes, comme dans des réseaux sociaux par exemple. Et la taille de ces bulles n'est pas le volume que représentent ces données, mais le degré de disorganisation. Plus c'est divers, hétérogène, varié, plus ces bulles sont grandes. Évidemment, vous voyez, les emails sont très grands. Alors, comment ça marche ? Vous avez toutes ces sources qui s'allument ici. Vous analysez le contenu de toutes ces sources, structurées et non structurées. Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser l'information structurée pour mieux comprendre la non structurée et pour mieux l'analyser. Vous créez un index global que vous attaquez après avec ou la recherche simple ou des search-based applications qui sont donc créées pour sortir de ce magma de données ce qui est intéressant dans un point précis, dans un business process. Vous pouvez avoir la BI étendue. La BI, elle traite des données structurées. Elle vous donne très bien les courbes de vos ventes, toutes sortes d'analyses, de trends, etc. Mais elle vous donne rarement les raisons pour lesquelles les données ont changé de la manière dans laquelle ils ont changé. Si vous regardez dans les données non structurées, il inclut par exemple des sites web de presse. Vous pouvez très bien voir pourquoi, par exemple, certaines marchandises n'ont pas été vendues aussi bien cette semaine que la semaine passée dans une certaine région. Dans la BI, vous ne savez pas pourquoi, mais peut-être le search peut vous dire la raison qu'il y avait une inondation dans cette région et les camions ne sont pas arrivés. Donc voilà, c'est évidemment un exemple un peu infantile, mais ça vous donne l'idée qu'on peut trouver des raisons pour lesquelles on voit les données qu'on voit dans le BI. Vous avez bien sûr la vision à 360 degrés de n'importe quel thème. Le thème le plus souvent cité dans ce domaine, c'est le client. Vous avez quelqu'un en face de vous, vous voulez savoir qui c'est, qu'est-ce qu'il fait avec vous, dans une banque par exemple. Aujourd'hui, vous devez consulter plusieurs applications bancaires pour les comptes, les titres, les assurances, que sais-je d'autres. Il inclut après les contrats
Et peut-être aussi les emails. Vous voulez savoir si vous êtes face à quelqu'un qu'il a envoyé un email incendiaire hier soir à votre maison, avant de rentrer dans un couteau ouvert. Donc, le moteur de recherche peut vous permettre d'avoir cette vue à 360 degrés qui est, à mon avis, très chère à tous les gens qui ont affaire avec des clients. Une fois que vous avez fait tout ce travail de créer une plateforme unique et unifiée pour toutes vos sources de données les plus diverses et variées, vous pouvez en profiter en créant des applications, parfois des petites applettes, très rapidement, parce que le travail de fond est déjà fait. Et pour moi, c'est une plateforme un peu comme le App Store chez Apple. Vous pouvez avoir des apps pour n'importe quoi. Parce que c'est facile. Parce que le gros du travail, le difficile, le gros volume est déjà fait. Et vous pouvez vous baser là-dessus. Et je suis convaincu qu'on verra tout un marché émerger qui va enrichir cette couche de search-based applications. Donc voilà, si je voudrais faire passer un message que j'espère que vous allez retenir, ce sera celle-là. Le business search, c'est donc content analytics, analyse de contenu vraiment transverse de l'entreprise, pour vous donner ensuite accès unifié à cette information. Et quand je dis unifié, je n'ai pas dit évidemment, et je pense quand même, rapide, facile, sans apprentissage. Tout le monde connaît le paradigme du search, etc., etc. Donc voilà un nouveau monde qui nous attend. Et voilà maintenant un cas concret de quelqu'un qui est aussi de rentrer dans un nouveau monde. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous apporter un éclairage sur un retour d'expérience sur l'implémentation que nous avons faite du moteur de recherche de Cinequa. Le sommaire que je vous propose dans le cadre de cet exposé, c'est en deux parties. En quelques mots, je vais vous présenter Locarchive parce qu'en fait, il est important que j'insiste sur les spécificités de notre activité. On est prestataire de services et donc je vais vous parler de nos spécificités de notre métier, mais en quelques mots. Ensuite, je vous présenterai notre projet, les difficultés qu'on rencontre et ce qu'on essaye de faire pour nos clients. Et ensuite, on rentrera vraiment dans le concret où je vous présenterai les outils qu'on met à disposition de nos utilisateurs pour répondre à leurs besoins d'accès à l'information. Alors, le projet que je vais vous présenter, il s'inscrit vraiment dans une évolution beaucoup plus globale de nos systèmes d'information quant à l'accès à l'information qu'on propose à nos clients. Donc ce n'est qu'un des premiers livrables d'une évolution beaucoup plus importante. Alors Locarchive, en quelques mots, c'est une société qui a 35 ans d'existence, c'est une société française. En 2011, nous approchons les 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous avons environ 380 collaborateurs. Locarchive est ce qu'on appelle un tiers archiveur. Alors, au-delà de cette appellation qui ne parle pas forcément à tout l'auditoire, notre métier, c'est d'organiser, conserver, gérer, restituer les informations et les supports d'informations associés que nous confient nos clients. Cette activité s'inscrit dans un contexte réglementaire qui est de plus en plus exigeant en termes de traçabilité et de sécurité autour de l'information. Donc on se doit de respecter l'état de l'art par rapport à cette activité et d'être en conformité avec l'ensemble des normes, des labels ou des agréments qui existent dans ce type d'activité. Et nous sommes par exemple le premier prestataire à avoir été certifié par rapport à l'agrément du service interministériel des archives de France, permettant d'assurer la conservation à la fois d'archives physiques et d'archives électroniques. On a également un label tiers archiveur de la Fédération nationale des tiers de confiance.
On propose des solutions globales de gestion d'archives et de gestion documentaire à nos clients. Alors, quelques chiffres clés qui parlent en termes d'activité. Nous avons une capacité de gestion et on gère l'équivalent de 3500 km linéaires de rayonnage. Nous avons une capacité de gestion d'environ 30 millions de boîtes d'archives. On gère annuellement l'équivalent de 3 millions de mouvements sur des archives physiques. Et on gère un peu plus de 100 millions de documents électroniques. Notre activité se décline autour de quatre types d'activités. Une activité de conseil et d'ingénierie. Donc nous avons des consultants qui travaillent pour nos clients pour les aider à auditer l'organisation qui existe chez eux, les conseiller pour définir des politiques d'archivage, les conseiller pour mettre en œuvre des outils les aidant à gérer leurs documents en interne. Autour de la gestion d'archives physiques, le support principal de cette activité reste du document papier. Après, on a également une activité assez conséquente autour d'archives de type vidéo, audio et de sauvegarde informatique. On a également une activité autour de la dématérialisation. On a nos propres scanning centers qui nous permettent de proposer l'ensemble des prestations standards associées à ce type d'activité. Et autour de l'archivage électronique, nous proposons des prestations qu'on sait décliner en fonction du niveau de prestation attendu par nos clients, de l'hébergement sécurisé à une gestion d'archives électroniques à vocation probatoire. Nos clients aujourd'hui, on a environ 4000 clients et on adresse quasiment tous les secteurs d'activité. On a parmi nos clients 80% des entreprises du CAC 40 et on adresse à la fois le secteur privé et le secteur public. Le gros de nos clients appartiennent au monde banque, assurance. Donc je crois, sans dire de bêtises, qu'on a quasiment toutes les banques. Donc banque, assurance, pharmacie, secteur de la santé, aéronautique. Voilà. Et j'ai mis sur ce slide quelques références de nos clients. Autour des prestations numériques, les prestations autour du document numérique, elles sont sous-tendues par un système d'information qu'on propose à nos clients en mode SaaS et qui offre les fonctions standards de gestion d'archivage électronique. Parmi ces fonctions, on a des fonctions d'acquisition de documents. Et là, on a deux modes pour verser les documents. Soit les clients nous versent les documents électroniques sous forme de lots de documents en y associant les métadonnées. Et là, on est dans un mode de versement de tout ce qui sort des systèmes de nos clients. On est dans un mode d'interconnexion de système avec transmission automatisée de paquets de documents à verser dans notre système. Et il y a un deuxième mode qui est celui qu'on propose à des utilisateurs finaux via une interface utilisateur qui permet aux utilisateurs finaux de déposer en ligne des documents en y associant des métadonnées documentaires ou des métadonnées de gestion. On propose également des fonctions de conversion de format à l'entrée ou en cours de vie du document. Des fonctions sur le traitement, des fonctions de traitement de contenu pour extraire des informations sur les documents. Sur l'intégration proprement dite, on propose également des prestations de contrôle d'intégrité, de calcul de signature, donc différentes options qu'on peut rajouter au moment de l'intégration des documents dans notre système. On a un processus lié à la conservation pérenne des documents qui nous sont confiés par nos clients. Et là également, on a nos propres data centers et les documents sont répliqués sur plusieurs sites en temps réel. Concernant la consultation, on propose un mode de consultation via une interface utilisateur avec des fonctions de recherche que je vous présenterai tout à l'heure. Et également, l'ensemble de la solution est disponible en mode... tout ce qu'on peut faire de manière interactive, on le propose également en interconnexion de système. Donc il y a vraiment les deux modes. Tout ce que l'utilisateur peut faire de manière interactive, on peut également le faire via la gestion de services web pour se connecter avec les systèmes d'information de nos clients. En termes de traçabilité,
Depuis l'acquisition du document jusqu'à la restitution du document en fin de vie, tout ce qui se produit durant la vie du document est complètement tracé. Donc la traçabilité, c'est une dimension extrêmement importante parmi nos prestations. Et on propose également les prestations standards de restitution du document, réversibilité d'un fond dans un format interopérable et les fonctions de destruction liées au paramétrage et à la durée de vie nécessaire et convenue avec le client associée au document. Là, je vous ai mis une vue un peu plus, pour les experts, on va dire, une vue plus modèle OAIS, où on voit bien qu'on a un producteur de documents et on a des utilisateurs, et entre les deux, on a un système qui est assez modulaire, avec chaque sous-système qui répond bien aux besoins fonctionnels associés. On a évidemment un système d'entrée qui va adresser tous les besoins liés au versement. On a on a un système qui va gérer le stockage, on a un système qui va gérer les métadonnées, un système qui va traiter les besoins d'accès aux documents, un système qui va gérer toute la problématique des sorties définitives ou des sorties pour destruction, et des zones complètement transverses de gestion de la pérennisation du document et gestion de l'administration, les habilitations et tout le paramétrage associé. Le système d'information, c'est évidemment une solution modulaire. Il est rare de trouver une solution unique qui réponde à tout. En tous les cas, il est important, et c'est ce qu'on a fait, d'avoir le bon système qui adresse là où les bonnes zones fonctionnelles, qui font les travails, qui adressent les bonnes fonctions associées. Et une des briques importantes de notre solution, dans cette architecture très modulaire de notre solution, c'est le OpenText Content Server, qui est un produit de gestion de contenu du marché, avec lequel qu'on utilise notamment pour gérer le plan de classement des documents, qu'on utilise pour gérer les habilitations, le stockage, qu'on utilisait pour gérer la recherche, après je vous expliquerai l'évolution du système, et qu'on utilise notamment aussi pour avoir une description documentaire assez fine des types de documents qui sont confiés par nos clients. Alors, là on arrive sur le slide qui est un peu l'équation à résoudre par rapport au volume qu'on doit traiter et au nombre important de clients que nous avons et un nombre d'autant plus important d'utilisateurs finaux. Les documents qu'on traite sont des documents qui sont produits nativement en format électronique et qu'on va traiter en tant que tel, ou issus d'un processus de dématérialisation. On a une typologie documentaire extrêmement variée par client. Donc on a des clients pour lesquels on peut gérer pour un client entre 50 et 100 types de documents différents. On gère vraiment une grande variété de typologies documentaires. Aujourd'hui, on gère aussi bien de la facture fournisseur, de la facture client, du document RH, des documents comptables. On a des balances, des journaux, des échelles comptables. Une grande variété de documents bancaires, relevés de compte, avis de bourse, je dirais tout ce qu'une banque peut potentiellement gérer avec ses clients finaux. Des documents dans le monde de la santé, des autorisations de mise sur le marché, des documents très liés à la communication, la relation client qu'ont nos clients avec leurs clients finaux, et une gestion d'éléments que j'appelle des éléments de preuve. Ça peut être on a parmi nos clients des entreprises qui délivrent des certificats électroniques, et tous les éléments de preuve de production de ces certificats, c'est nous qui en assurons la conservation. On a également dans le monde de la santé, une entreprise qui fabrique des cartes privatives, et toutes les traces de la chaîne de fabrication, c'est nous qui en assurons la conservation et l'accès. Donc ces types de documents sont utilisés pour vraiment des usages très divers, de détection de fraude, par des utilisateurs finaux. Les usages sont également très nombreux. La taille des documents qui nous sont confiés, elle varie également. On a des documents qui vont de 5 à 10K à des documents qui vont faire 300 pages. Donc là, un écart qui peut aller de 10K à 25 mégaoctets en termes de poids.
On a des métadonnées qui sont fournies ou non avec les documents. On a des clients qui vont vouloir qu'on indexe juste les métadonnées ou le contenu des documents, ou les deux, évidemment. Et on a des clients qui vont nous demander une variété de niveaux de service qui vont concerner à la fois le versement et l'accès aux documents. Donc on va avoir on va avoir des clients qui vont nous dire un jour dans le mois, on vous verse 400 000 documents, vous avez la nuit pour les intégrer, les indexer et les mettre à disposition pour le lendemain. On va avoir affaire à des clients qui vont nous dire vous avez 8 heures à réception des documents pour les intégrer, les indexer, les mettre à disposition pour consultation. Là, je dirais la palette des niveaux de service, elle est multiple. Et il faut que nous, on soit en capacité de répondre à ces besoins en termes de niveau de service sur le versement. Sur la recherche, on a exactement les mêmes demandes. On va avoir des clients qui vont nous dire moi, j'ai 200 utilisateurs qui, à un instant T, sont connectés. Ces 200 utilisateurs, quoi qu'ils recherchent, il faut qu'ils aient un résultat de recherche en moins d'une seconde. Et ça, c'est contractuel. Voilà, donc je dirais l'ensemble de ces paramètres, c'est qu'un extrait de cette équation qu'il faut que l'on résolve, ont généré un projet où à un moment donné on s'est dit une des clés, c'est pas l'essentiel, mais une des clés c'est de se doter du bon produit, de doter la solution de la bonne brique qui va permettre de répondre en partie à ses besoins. Donc on a mené un projet qu'on a appelé Search. On n'a pas été super créatif sur le nom du projet, on a fait mieux dans le contenu du projet, mais on l'a appelé Projet Search. Et donc c'est issu de cette volonté qu'on a et cette nécessité d'adresser des niveaux de service très divers par rapport à notre activité et une volonté de proposer à nos clients une vision globale du patrimoine informationnel à chacun de nos clients. L'idée étant que on veut proposer à nos clients qu'ils puissent rechercher de l'information, peu importe le support qu'il y a derrière. On a un dossier de crédit physique dans nos entrepôts, et ben, il peut faire une demande pour qu'on lui livre. On a l'équivalent qui a été numérisé, il peut le consulter, le télécharger. On a un document qui a été produit au format natif électronique, il peut faire l'équivalent. L'idée étant vraiment il doit accéder à l'information avec une vision vraiment à 360 degrés. Et peu importe le support physique qu'il y a derrière. Ce projet, j'insiste, il s'intègre évidemment, c'est un projet parmi d'autres qui s'intègre dans une évolution beaucoup plus globale de nos systèmes d'information et de développement de nouvelles prestations. Les enjeux du projet sont évidemment, pour ce projet, d'arriver à optimiser les temps d'indexation par rapport au volume de données que l'on traite, d'optimiser les temps de recherche et d'accès aux documents électroniques, de pouvoir adapter les besoins de recherche de nos clients en leur proposant des fonctions de recherche très évoluées, d'indexer des sources de données multiples, c'est-à-dire que l'idée c'est de pouvoir proposer une solution capable d'indexer des sources de données différentes, des serveurs de messagerie, des serveurs, des ERP, des serveurs de gestion de contenu. Et dans l'enjeu, par rapport à ces volumes de données, il y avait un enjeu de pouvoir avoir une bonne gestion des index et de ce que j'ai formalisé en disant une gestion intelligente des index. L'idée étant que par rapport au volume de données que l'on gère et du nombre important de clients, avoir un seul index n'a pas de sens. Et donc là, par rapport à l'activité et à la typologie de clients, il faut être en capacité d'avoir une gestion assez intelligente de gestion des index, de dire, par exemple, là j'ai un gros client avec beaucoup de typologies, je vais avoir un index pour ce client. À un instant T, j'ai des clients moyens pour lesquels j'indexe que les métadonnées, je vais gérer ça avec un index associé. Donc d'avoir cette capacité de gérer les index vraiment en fonction de l'activité. Pour nos clients, les bénéfices de ce projet, et donc c'est vraiment de faire en sorte qu'ils puissent disposer de niveaux de service calés sur leurs attentes, à la fois sur le versement, sur l'indexation et sur l'accès aux documents. De vraiment faciliter l'accès aux documents, et j'y reviendrai tout à l'heure, de proposer vraiment des fonctions d'accès aux documents pour les nuls,
ou pour des experts, en fonction vraiment de pouvoir s'adapter au niveau d'expertise des utilisateurs qui, là, pour le coup, sont très divers, et de leur offrir une solution leur permettant d'avoir un accès à l'ensemble de leur patrimoine informationnel. On y associait des exigences sur lesquelles il n'y avait pas de négociation possible par rapport au choix qu'on ferait sur le produit. Alors comme notre système il est en haute disponibilité, le produit qu'on devait trouver, il était nécessaire qu'il soit capable de s'intégrer dans un système avec une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au niveau de la sécurité, il n'y avait pas de compromis possible non plus, parce que l'enjeu lié à la confidentialité des données, il est clé. Donc, il fallait qu'on trouve un produit capable de respecter la gestion des habilitations qu'on a définies et sur laquelle on ne peut pas revenir parce qu'elle répond vraiment aux besoins de cloisonnement qu'on souhaite apporter à nos clients. Évidemment, en termes de performance, c'est pas le tout de dire ça doit être rapide à l'indexation, à la recherche. Là, on était assez clair sur nos exigences en termes de niveau de service et capacité à indexer et à trouver de l'information. On savait également que le moteur de recherche qu'on allait intégrer dans notre solution, on voulait le piloter complètement, donc il fallait qu'on trouve un produit capable d'être très ouvert en termes d'architecture, pour qu'il s'intègre facilement à notre solution existante. Et là, je dirais, c'est un peu l'exigence du DSI. Il était important de trouver un produit capable d'être déployé rapidement et simple à mettre en œuvre, et qui ne nous rajoute pas un projet avec 200 jours de services associés. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin dans les caractéristiques qu'on attendait, sur la partie indexation, évidemment, nos attentes, c'était d'avoir un produit capable d'indexer à la fois des métadonnées et les contenus de nos documents dans OpenText Content Server, capable d'indexer des formats standards, PDF, bureautique, je dirais au moins le standard, ça faisait partie de nos exigences. Capable d'avoir cette fameuse gestion pertinente au niveau des index, d'avoir un mode d'indexation nous permettant de dire on indexe tout, on réindexe tout, on indexe que les différences par rapport au stock existant, ou aussi la facilité de pouvoir à un moment donné resynchroniser un stock avec les nouveautés. En termes de performance, un exemple des performances attendues, on avait demandé dans notre cahier des charges d'avoir un produit capable d'indexer au minimum 50 000 documents en 1 heure. C'était le minimum en termes de niveau d'exigence sur les niveaux de service. Sur la recherche, on attendait évidemment les fonctions standards. Donc le standard, c'est un moteur qui soit capable d'être assez performant sur de la recherche full text. Un produit capable de proposer des opérateurs de recherche de type recherche par rapport à une expression exacte, avec des opérateurs logiques de type et, sauf, de gérer la troncature, d'avoir des fonctions facilitant la recherche, de gérer des listes de mots, de pouvoir mettre des thésaurus, d'ajouter des dictionnaires additionnels, et de proposer des fonctions type recherche phonétique où l'utilisateur saisit une recherche pas forcément de manière très, très précise et le moteur doit trouver des résultats pertinents par rapport à ça. Deux dernières exigences sur les sources de données indexables. Dans un premier temps, en tous les cas, c'était d'avoir un connecteur capable d'aller indexer les métadonnées dans OpenText Content Server, les documents dans OpenText Content Server, et d'avoir un connecteur pour indexer des données dans des bases de données avec un besoin lié à des bases de données type Microsoft SQL Server. Dernière exigence, ça concernait la langue, puisqu'on a une vocation à un développement international. Donc il était important aussi qu'on ait un produit capable d'interpréter les langues et de gérer les langues, parce que possibilité de verser des documents dans différentes langues. Il n'y a pas que le français aujourd'hui. Notre démarche a été assez classique. Une fois qu'on était assez clair sur ce qu'on voulait, on en a fait un cahier des charges dans lequel on a spécifié l'ensemble de nos attentes. On a fait une étude de marché dans laquelle on n'a pas retenu 20 produits. Rapidement, on a identifié qu'il y en avait 4-5 qui pouvaient correspondre à nos besoins. On a assez rapidement avancé sur un POC, un Proof of Concept, avec Sinequa, où en fait la démarche était vraiment
de vérifier que les réponses qui nous étaient formulées, en pratique, on pouvait les valider. Donc on a fait une vraie validation fonctionnelle et une validation technique par rapport à nos exigences. Là aussi, assez rapidement, on s'est rendu compte que le produit était il répondait quasiment à l'ensemble de nos exigences d'un point de vue fonctionnel et technique. En plus, on s'est rendu compte qu'il proposait des connecteurs sur quasiment tous les ERP du marché, donc il y a une centaine de connecteurs disponibles. Je ne vous cache pas, ça a généré quelques idées en termes d'évolution du système d'information. Et sur la capacité à indexer, ils savent indexer quasiment tous les formats de fichiers. C'est un éditeur français et c'est pas anecdotique. Et notamment, alors ça fait un peu discours de campagne électorale, mais il y a cette dimension proximité qui n'est pas anecdotique, notamment pour la partie service. Avoir affaire à des consultants qui connaissent bien le produit, qui parlent français et qui sont super réactifs. Aujourd'hui, c'est pas anodin comme sujet. Alors maintenant, concrètement, sur la partie mise en œuvre, je vais vous montrer ce qu'on met à disposition de nos utilisateurs. Alors avant de passer à des écrans pour que vous touchiez un peu plus concrètement ce qu'on a mis en œuvre, on a développé nous-mêmes les formulaires de recherche et toute la navigation dans les résultats de recherche. C'était une volonté parce que ça s'intègre évidemment dans un système existant et une évolution beaucoup plus globale. On pilote complètement le moteur de recherche via des API.NET parce qu'on est en environnement technique.NET. Et globalement, les formulaires requêtent le moteur et pour faire simple, ensuite nous on affiche les résultats du moteur de recherche. On a privilégié vraiment 2 modes de recherche. Alors pas une utilisation pour les nuls, c'est un peu péjoratif, mais une utilisation vraiment pour des utilisateurs qui ne sont pas experts, des utilisateurs, ils savent ce qu'ils veulent trouver, mais ils ne connaissent pas le plan de classement, ils sont dans une société qui a été rachetée 10 fois, donc ils n'ont pas tout l'historique en tête, et donc il faut une recherche assez simple, et il faut qu'ils trouvent facilement l'information. Et après, on a des utilisateurs qui sont quand même beaucoup plus experts, avec lesquels on s'est mis d'accord sur le paramétrage documentaire, le plan de classement, quelles sont leurs attentes en termes d'accès à l'information. Donc, ils ont un niveau d'expertise plus important sur l'utilisation des systèmes d'information et sur la connaissance documentaire des fonds qu'on gère pour eux. Et là, dans ce projet, évidemment, par rapport à nos attentes, le moteur, il utilise complètement notre gestion d'habilitation. Donc, il est calé sur le référentiel d'habilitation qui est avec un cloisonnement logique et physique assez fin. Et là, le moteur, il est complètement calé sur des habilitations. Donc, il renvoie bien de l'information quand l'utilisateur il est habilité à avoir accès à l'information qu'on lui renvoie. Alors, concrètement, en termes d'écran, pour les utilisateurs, l'utilisateur, quand il est dans la recherche d'informations dans notre solution, il arrive sur un formulaire très simple où il a juste un champ de saisie et là il peut taper des mots-clés. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de novateur. Après, si l'utilisateur commence à monter dans la graduation d'expertise, si il sait que ce qu'il cherche, l'information se trouve soit dans le contenu du document, soit dans les métadonnées, il peut préciser la localisation de l'information qu'il cherche, où elle se trouve en fait. Donc là, il peut indiquer, je cherche dans le texte, dans les métadonnées, dans les deux, dans l'un ou l'autre. Ensuite, on monte encore d'un cran dans l'expertise de l'utilisateur. Il peut ensuite indiquer une typologie documentaire dans l'information qu'il cherche. Donc là, dans mon exemple, les libellés ne sont pas très parlants, mais globalement, ma flèche elle est positionnée sur un type de document de gestion des factures entrantes. Donc il peut indiquer une typologie, donc il commence à être un peu plus précis. Il peut encore monter dans l'expertise où il peut indiquer une des métadonnées de la typologie qu'il a sélectionnée. Donc là, il peut dire, pour une facture, je recherche dans la raison sociale du client de la facture je recherche, je vais chercher les factures du client X. Et ensuite, il combine tous ces critères, il combine l'ensemble de ces critères et il peut indiquer des valeurs d'attributs en jouant sur les opérateurs de recherche qu'on lui met à disposition. Là, typiquement, dans mon exemple, il cherche une facture avec une date de facture donnée.
Donc le moteur, il gère le typage des métadonnées qui peuvent être de type date. Il n'y a pas que du texte. Le moteur, il sait gérer aussi le typage des métadonnées, c'est important. Donc dans mon exemple, l'utilisateur cherche sur une date le nom, la raison sociale d'un client. Donc ensuite, on arrive dans le résultat de recherche et je dirais que peu importe la manière dont il a effectué sa recherche, le résultat est un peu toujours le même, où l'écran en fait est segmenté pour qu'on lui permette de trouver tout de suite l'information qu'il cherchait, ou en tous les cas, il a différents moyens d'affiner sa recherche et d'affiner le résultat de la recherche qui a été faite pour lui. En partie centrale, on lui affiche les occurrences qui ont été trouvées. Ensuite, sur la droite, pour chacune des occurrences, on lui affiche les métadocumentaires associés à l'occurrence qu'il a sélectionnée. Et ensuite, sur la partie gauche, il a différents moyens d'affiner le résultat. Alors, soit il va utiliser une navigation arborescente pour naviguer dans le plan de classement et en fonction du nœud sur lequel il se positionne, le résultat il va être affiné. On va lui présenter que les occurrences trouvées concernant le nœud qu'il aura sélectionné. Le moteur de recherche, lui, en plus du plan de classement qu'on a préparamétré, le moteur de recherche, lui, il va calculer des catégories à la volée de manière dynamique que l'utilisateur va pouvoir utiliser. Et il peut cliquer sur ce qu'on appelle des facettes pour affiner encore plus le résultat de sa recherche et dire, dans ce résultat, je vais sélectionner que les occurrences dans lesquelles le moteur me propose, il a trouvé des occurrences dans le contenu, ou dans des métadonnées qu'il nomme de manière précise, ou dans une typologie. Là, dans mon exemple, que je ne vois pas bien, il trouve qu'une seule typologie, c'est pas le bon exemple. Mais globalement, on a vraiment travaillé la capacité qu'aura l'utilisateur à un moment donné, il a un résultat qui est déjà très pertinent, et on lui donne différents moyens d'aller au plus près dans le résultat de sa recherche. En conclusion, donc, notre solution, elle est opérationnelle depuis le mois de janvier. Donc, on a mené le projet sur le deuxième semestre 2011 et on a déployé la solution début janvier. On a vraiment atteint les objectifs qu'on s'était fixés, c'est-à-dire qu'on a vraiment intégré un produit qui est vraiment conforme aux attentes fonctionnelles et techniques qu'on s'était fixées. On a là 3 mois de recul avec des utilisateurs qui utilisent la nouvelle solution et j'ai la prétention de dire qu'ils sont très satisfaits à la fois par les fonctions de recherche qu'on leur propose, où on adresse vraiment les utilisateurs experts et non experts, et les niveaux de service qu'on est capable de leur proposer. On est vraiment capable d'adapter notre infrastructure par rapport à l'évolution de l'activité, et on a tous les leviers pour faire évoluer le système d'information par rapport à l'évolution de l'activité en termes de volume et en termes de charge. Les équipes internes chez moi sont autonomes, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté dont je n'ai pas parlé d'une certaine indépendance par rapport à l'éditeur. Donc les équipes se sont appropriées le produit, donc à la fois les fonctionnels, les équipes de développement et les équipes de production. Donc là, il y a une autonomie complète des équipes internes. Là, on a posé le socle de ce qu'on cherche à faire en termes d'accès unifié à l'information pour nos clients. La prochaine étape pour nous va consister à rajouter une nouvelle source de données dans laquelle on va indexer entre 100 et 200 millions d'informations clients qui sont aujourd'hui dans des bases de données. Je vous remercie de votre attention et vous pouvez si vous le souhaitez, avoir une démonstration un peu plus concrète, vraiment avec le produit qui est disponible en démonstration sur notre stand, Locarchive. Oui, bonjour. Nous, donc je suis une société, on a une société qui utilise les Locarchive et on n'a qu'un accès à Saga Web. Je voulais savoir si c'était la même chose parce que visuellement, on n'a pas du tout la même interface. D'accord. C'est une bonne question et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'évolution de notre système d'information. Aujourd'hui, vous utilisez Saga Web pour gérer vos archives physiques. Bientôt, vous allez utiliser une solution unique dans laquelle vous gérez une solution unique pour gérer quel que soit le support d'information qu'il y a derrière. D'accord. Et c'est prévu pour quand Cette année. En milieu d'année, on va le déployer pour nos utilisateurs actuels. D'accord.
Merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on libère la salle. Si vous voulez engager d'autres conversations, stand F16 pour nous et juste à côté, l'Ocarchive. Merci beaucoup.